Notre dispositif, qui comprend le suivi de la présence au poste et l'exécution des programmes d'études, c'est pour atteindre l'objectif de l'achèvement à 100% des programmes d'études à la fin de l'année scolaire, tant pour les classes d'examen que pour les classes intermédiaires. Le second objectif de notre dispositif, c'est de permettre que tous les établissements, sans exception, sur le territoire national, bénéficient des mêmes traitements. L'objectif aujourd'hui, c'est pratiquement atteint. Au cours de la semaine du 8 au 12 mai, nous avons un résultat globalement satisfaisant. À l'exception du département du Borgou, qui a affiché 98% de taux de renseignement, les 11 autres départements ont atteint 100%. Et notre ambition, c'est de maintenir ce taux de 100% l'année prochaine. Et ça sera fait puisqu'ils disposent du forfait Internet et tous les utilisateurs ont été formés et leur capacité renforcée périodiquement. Donc l'objectif pour l'année prochaine, c'est 0 absence au poste. Et nous avons les moyens. Les réflexions et les travaux souterrains ont abouti à mettre en place un dispositif innovant. De sorte que, en effet, depuis 2 ans, nous nous sommes attelés à configurer, à travers la plateforme EducMaster, un moyen de pouvoir directement alimenter le relevé de notes sur le compte du chef d'établissement. Et je puis dire qu'au terme de ces 2 ans, pour la première fois, au terme de BPC 2023, nous allons expérimenter de mettre en place, d'activer ce dispositif, à savoir que une semaine après la proclamation de l'admissibilité, tous les candidats à l'examen du BPC seront en mesure d'aller directement dans leur établissement et pourront retirer, se faire imprimer leur relevé de notes de candidats ayant échoué. Et dans la même logique, une semaine au plus tard, après la proclamation des résultats définitifs du BPC, et ce, à compter de la session de 2023, eh bien, et parents d'élèves et candidats pourront simplement se diriger vers l'établissement fréquenté par leurs enfants pour se faire imprimer à partir du compte EducMaster du chef d'établissement le relevé de notes portant admission de leurs candidats. Et en cela, c'est une énorme avancée parce que par le passé et jusqu'à présent, c'est une torture véritable d'attente parce qu'il fallait que les directeurs départementaux s'échinent à manuellement signer les relevés et cela provoquait beaucoup de désagréments au niveau des candidats et des parents. En l'occurrence, cette fois-ci, à travers le nouveau dispositif que nous avons fait aboutir, c'est que ma signature est numérisée et est directement générée sur les relevés, que ce soit pour les cas d'échec comme pour les cas de réussite. Voilà pour l'essentiel en quoi nous aurons contribué à concrétiser un vœu important du gouvernement, numériser le fonctionnement de l'administration et cette fois-ci avec cette digitalisation que nous sommes en train de réussir au niveau de la DEC, de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, c'est une grande révolution et dorénavant, les candidats et les parents pourront aisément accéder en un clic au relevé de notes des examens, en l'occurrence du BPC. À travers cette campagne de vulgarisation, l'autorité de régulation des marchés publics envisage de mettre à la disposition des acteurs de la chaîne des marchés publics que vous êtes pour usage à compter du 1er août 2023 les documents types actualisés. L'objectif de l'organe de régulation est de renforcer non seulement la performance du système de passation des marchés publics, du moins de la commande publique au Bénin, mais également la capacité des personnes responsables des marchés publics, des membres des organes de contrôle des marchés publics et des responsables des structures déconcentrées dans la saisine, la saine application de la réglementation des marchés publics. Il y avait dans les documents types certaines non-conformités et incohérences qui n'étaient pas visibles. Il a fallu les identifier
les extirper. Il y avait des éléments à compléter pour plus de précision et de clarté. Il a fallu les insérer. Et donc, aujourd'hui, le document est plus précis, plus accessible et facilite l'appropriation aussi bien par les acteurs eux-mêmes de l'administration que des acteurs du secteur privé qui sont les potentiels candidats, donc les opérateurs économiques qui voudraient participer au marché public. Dans ce cadre, et en vertu des exigences de la loi organique numéro 2013-14 du 27 septembre 2013 relative aux lois de finances, nous avons élaboré à bonne date, en relation avec la Direction générale du budget, tous les principaux documents budgétaires de notre secteur, notamment le document de programmation pluriannuelle des dépenses, les projets annuels de performance des programmes budgétaires et enfin le tableau de budgétisation, autrement appelé PTA. Il ressort des travaux préparatoires au présent atelier que le budget du ministère est exécuté à 43,01% base engagement et 40,76% base ordonnancement pour une cible de 25% en un trimestre et 50% en 2 trimestres évidemment. En ce qui concerne le taux d'exécution physique, il est estimé à 28,76% sur la base des pondérations des activités au PTA. Plus spécifiquement, le programme d'investissement du ministère est exécuté à 43,60% base engagement et à 37,62% base ordonnancement. Et souvent on dit que les lois ne valent que ce que valent ceux qui sont chargés de les appliquer. Mais c'est une première fois que nous avons un gouvernement qui légifère vraiment, qui prend des normes juridiques contraignantes. Vous prenez la loi, il y a des dispositions pénales, parce que si les gens violent les dispositions de cette loi-là, qui ont été renforcées par ces actes réglementaires, par ces décrets-là, il y a des sanctions pénales. Aujourd'hui, nous avons de puissants instruments pour accompagner nos lobbies, nos plaidoyers. Et si quelqu'un viole nos droits aujourd'hui, on peut saisir les juridictions compétentes pour faire valoir nos droits par rapport à ces dispositions-là. Donc, au nom des personnes handicapées, on ne le dira jamais assez. Depuis qu'on a eu vent de la prise de décret-là, nous sommes dans des remerciements et on ne le dira jamais assez parce que, en réalité, l'horizon est radieux pour la communauté des personnes handicapées. Cette loi-là, d'abord, qui est renforcée par des décrets, aborde tous les droits. Quand je prends droit à la santé, vous prenez un décret qui parle de l'assurance maladie. D'accord? Quand je parle de la carte d'égalité des chances, cette carte d'égalité des chances donne le droit à une personne handicapée d'être exonérée et de voir un certain nombre de coûts des services réduits. D'accord? Donc c'est tous les services. D'accord, l'entrée à l'hôpital, l'entrée dans les centres de spectacle, l'entrée au stade, les transports, tout ça là. Donc cette carte d'égalité de chance va vraiment permettre aux personnes handicapées de voir les services à coût réduit. Hein? Quand je prends le décret qui parle de l'accès à l'emploi, le quota de 5%. Le quota de 5%, ça veut dire qu'à chaque recrutement, il y a un quota de 5% qui sera réservé maintenant pour le recrutement des personnes handicapées. Hein? Toujours sur le décret par rapport à l'emploi, qui parle de l'emploi de l'entrepreneuriat. La majoration de 5 ans d'âge. Vous savez, le handicap ou la déficience fait que beaucoup de personnes handicapées ont des retards scolaires, retards universitaires. Non pas parce que ces personnes sont inintelligentes, mais c'est parce que ces personnes ont pris du temps pour aller réparer le handicap, la déficience. Vous voyez, on a pris du temps, on peut laisser les cours, quitter le cours primaire, aller à l'hôpital, être hospitalisé pendant des mois, alors que les autres continuent d'aller à l'école. Vous avez un retard, vous évoluez en âge. Donc, cette majoration de 5% permettra donc à beaucoup de personnes handicapées, lorsqu'on fixe l'accès à un concours à 40 ans ou 35 ans, par exemple, 35 ans, la personne handicapée jusqu'à 40 ans peut donc postuler. Donc c'est une aubaine, c'est une faveur. Toujours sur ce décret par rapport à l'emploi, l'entrepreneuriat, le gouvernement va aujourd'hui accompagner les personnes handicapées par rapport à l'entrepreneuriat. Vous savez, tout le monde veut aller dans la fonction publique.
Et la fonction publique ne peut pas accueillir tout le monde. Il y a certainement des gens qui seront obligés d'aller dans l'entrepreneuriat. Et bien ce décret-là et cette loi sont là, le décret et la loi sont là donc pour accompagner l'entrepreneuriat. Quand je parle des aides techniques à la mobilité, aujourd'hui, les aides techniques sont très chères. Il y a une exonération qui est donc frappée, qui est donc accordée aux personnes handicapées qui importent des aides techniques déjà adaptées à l'extérieur. Les voitures adaptées, les motos adaptées et tout ça là. Vous voyez, même la réadaptation pour ceux qui fabriquent les services qui fabriquent les aides techniques, à savoir les orthèses et les prothèses. L'importation des matières premières du moins sera donc exonérée. Donc voilà autant de mesures qui pour nous sont très importantes par rapport à la promotion de l'inclusion sociale des personnes handicapées. Donc tous les secteurs de développement sont touchés. L'accessibilité, n'en parlons pas. Donc je crois que avec ce dispositif juridique interne là, les personnes handicapées doivent se dire vraiment que on a eu aujourd'hui un gouvernement, un président de la République qui dans sa dynamique de relever le niveau social de ces populations n'a vraiment pas laissé les personnes handicapées sur le bas-côté de la voie. Au Mali, Youssouf Bathily, plus connu sous le pseudo de Rasbat, a été relaxé mardi pour les faits de simulation d'infraction, mais reste en prison. Le célèbre animateur de radio-télé était jugé pour avoir déclaré en mars dernier que l'ex-premier ministre Soumeilou Boubèye Maïga n'était pas mort en détention mais avait été assassiné. Malheureusement, il y a 2 dossiers contre lui. Le deuxième dossier se trouvant au cabinet, le premier cabinet en commune 4 toujours, qui n'a pas été exécuté, qui n'a même pas été commencé pour le moment. Le juge qui a mis un mandat de dépôt, le juge Maïga a été muté, on attend celui qui va le remplacer et on va essayer de le voir pour que lui aussi puisse toucher le dossier et voir si on peut aller au fond et chercher une liberté provisoire pour voir ça. Rasbat est également poursuivi pour des faits d'association de malfaiteurs, atteinte au crédit de l'État, crime à caractère religieux et raciste. Ces chefs d'accusation sont liés aux propos qu'il a tenus après la mort de l'ex-premier ministre malien. Logiquement, il doit rester et il est resté en prison parce qu'il y a un autre mandat qui est venu du cabinet. Voilà. Le cabinet aussi a fait un mandat de dépôt, malheureusement. Une foule de sympathisants s'était rassemblée devant le tribunal de la commune 4 de Bamako. Youssouf Bathily est militant du collectif pour la défense de la République. Son incarcération depuis le 13 mars dernier suscite indignation et polémique dans le pays. C'est dans ce quartier, l'un des plus grands bidonvilles de Nairobi, que vit et travaille Diana. La jeune mère de 24 ans gagne sa vie en vendant des frites dans la rue, une vie précaire qu'elle attribue notamment à la hausse de la population kenyane. Le pays compte désormais 53 millions d'habitants, ce qui, selon elle, accentue les pénuries alimentaires. À cause de la hausse du nombre d'habitants dans le monde, il est devenu très difficile pour nous d'obtenir de la nourriture. C'est pourquoi nous dépendons des donateurs pour pouvoir nous nourrir. Tout le monde ne partage pas l'avis de la jeune femme. Pour certains experts, cette croissance démographique est une aubaine pour l'économie. Récemment, nous avons franchi le cap des 8 milliards d'habitants dans le monde. L'Afrique y contribue de manière significative. Il y a peu, nous étions 800 millions, mais aujourd'hui, nous dépassons le milliard d'habitants. Et ce qui est unique avec la population africaine, c'est que tandis que d'autres régions ont une population en déclin, en Afrique, nous avons la population qui croît le plus rapidement. Cela a entraîné une hausse du nombre de jeunes, ce qui nous donne l'occasion d'exploiter ce dividende démographique. Pour d'autres experts, notamment à l'ONU, une forte croissance démographique pourrait avoir un impact sur la qualité de vie des habitants. Et cela pourrait se traduire par un accès plus difficile à l'éducation, au logement ou aux soins de santé.
Une population croissante pose bien sûr un défi dans certains domaines. De nombreux pays se sont fixés des objectifs de développement très ambitieux. Ils ont décidé de répondre aux besoins de la population en termes d'éducation, de soins de santé, de logement, de nourriture, d'eau, d'énergie et de sécurité. Il veut créer le plein emploi pour la population et une population croissante peut accroître les enjeux dans ses efforts. Il est plus difficile d'atteindre ces objectifs, de réaliser le progrès social et cela peut également s'accompagner de pressions croissantes sur l'environnement. La population mondiale a récemment franchi la barre des 8 milliards d'habitants et selon l'ONU, ce chiffre devrait atteindre 9,7 milliards d'ici 2050. L'Iran tisse sa toile sur le continent à la recherche de nouveaux partenaires. C'est la première fois en 11 ans qu'un dirigeant iranien va effectuer une tournée dans des pays africains. Pour l'expert Kamir Babak, cette visite prévue du président Ebrahim Raïssi au Kenya, en Ouganda et au Zimbabwe ouvrira la voie à une étape clé de l'offensive diplomatique iranienne en Afrique. Depuis que les États-Unis ont unilatéralement abandonné l'accord sur le nucléaire en 2018, Téhéran cherche à diversifier ses relations. Donc en regardant le potentiel de ces trois pays africains et en particulier le volume du marché africain en général, cela semble vraiment prometteur. En juin déjà, le président iranien était en tournée en Amérique latine, visitant le Venezuela, le Nicaragua et Cuba avant un voyage en Indonésie. Dans les pays du continent, des accords bilatéraux devraient être signés, mais leur application pourrait poser problème. Il est certain que certains accords doivent être signés, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, la chose la plus importante est de savoir comment ce type d'accord peut, au cours des 2 prochaines années, être fructueux pour les deux parties. Voyons également dans quelle mesure nous pouvons nous attendre à ce que ce type de relation fonctionne en dépit des sanctions américaines. En plus de sa réconciliation avec l'Arabie saoudite, Téhéran a parallèlement renforcé ses liens avec la Chine et la Russie dans le cadre d'une stratégie tournée vers l'Est, alors que les relations restent tendues avec les Occidentaux. La visite en Afrique devrait étoffer le nombre de ses alliés. Après avoir soutenu directement ou indirectement le président Poutine pendant la guerre en Ukraine, l'économie iranienne, en particulier la monnaie iranienne, a chuté. C'est donc une façon de trouver d'autres solutions, cette fois-ci en Afrique. Hier, c'était une tournée en Amérique du Sud. Demain, ce sera peut-être dans d'autres pays africains. Pour cette tournée, la délégation iranienne est accompagnée d'hommes d'affaires. En Ouganda, le président Yoweri Museveni et son homologue participeront à un forum d'affaires. Pour la diplomatie iranienne, il s'agit d'un nouveau point de départ avec les pays africains. Le président iranien Ebrahim Raïssi a été reçu ce mercredi matin par le président kényan William Ruto. Cette visite au Kenya s'inscrit dans une tournée africaine de 3 jours. Téhéran tente de rompre son isolement diplomatique en trouvant de nouveaux partenaires politiques, sécuritaires et économiques pour contourner les sanctions américaines. Selon le chef de la diplomatie iranienne, des documents seront signés lors de cette visite pour officialiser la coopération entre l'Iran et le Kenya dans divers domaines. Le Kenya est la première étape de la tournée africaine de Raïssi, qui se rendra également en Ouganda et au Zimbabwe pour poser les bases d'une coopération politique et commerciale avec les 3 États africains. L'élection présidentielle malgache est prévue pour le 9 novembre prochain. Le bureau du Premier ministre a également convoqué les électeurs pour un second tour, si nécessaire, le 20 décembre. Cette annonce entérine la proposition de date formulée par la Commission électorale nationale indépendante. Le contexte est actuellement tendu à Madagascar en raison notamment d'une polémique sur la double nationalité française et malgache du président Andy Rajolina.
Ayant été naturalisé français en catimini en 2014, il perdrait de fait sa nationalité malgache conformément au code de la nationalité dans le pays. Or, sans sa nationalité malgache, il ne pourra ni diriger le pays, ni se porter candidat à une élection. Le parti présidentiel TGV conteste les faits. Pour le moment, dans l'opposition, seul l'ancien chef d'État, Marc Ravalomanana, a officiellement annoncé sa candidature. Dans un élan de soutien au secteur privé en difficulté, le gouvernement égyptien a déclaré mardi avoir conclu une série d'accords pour vendre pour 1,9 milliard de dollars de participation dans des entreprises publiques. Parmi ces sociétés figure Télécom Égypte, la grande entreprise publique de communication du pays. Nous annonçons aujourd'hui que nous avons conclu des contrats avec le secteur privé qui seront annoncés par le ministre de la Planification pour un montant total de 1,9 milliard de dollars américains. Au total, comme le ministre l'annoncera, le pays recevra cette somme de quelques entreprises. Sur ce chiffre, nous avons reçu 1,65 milliard de dollars et le reste, soit 250 millions de dollars, sera versé en livres égyptiennes. Nous les avons reçus, ou une partie d'entre eux, de la vente de la société de communication Télécom Égypte et d'autres sociétés dont le ministre parlera. Ces ventes d'une valeur de 1,9 milliard de dollars s'inscrivent dans le cadre d'une réforme majeure de la privatisation visant à vendre des participations dans au moins 32 entreprises publiques, des entreprises pétrochimiques aux grandes banques. À Harare, le ministre des Sports et le président de la Commission des Sports et des Loisirs du Zimbabwe sont intervenus devant la presse soulagés par la levée de la suspension imposée par la FIFA à la ZIFA, la Fédération zimbabwéenne de football. Le Zimbabwe avait été suspendu en février 2022 suite à une ingérence perçue du gouvernement dans la gestion de la ZIFA. Nous sommes parfaitement conscients des désagréments, de la douleur et de la frustration engendrées par la suspension de l'équipe nationale de football. Notre football ne doit plus jamais être victime d'administrateurs sans scrupules et de malfaiteurs animés par l'égocentrisme et l'égoïsme, comme cela a été le cas au fil des ans. J'espère que nous saisirons tous cette opportunité à bras-le-corps et que nous irons de l'avant à pleine puissance pour garantir au Zimbabwe une place de choix dans le monde du football. Selon la FIFA, le comité intérimaire de normalisation qui vient d'être nommé sera chargé de restructurer l'administration de la ZIFA, de gérer ses affaires jusqu'à l'élection d'une nouvelle équipe de direction et garantir ainsi une situation financière saine au regard de la FIFA. Le gouvernement estime que son action était justifiée, mais nous aimerions éviter ce genre de situation à l'avenir et travailler conjointement, que ce soit en temps de crise ou pour planifier des programmes constructifs en matière de football. Le mandat du comité missionné par la FIFA expirera au plus tard le 30 juin 2024. En attendant, les Zimbabwéens auront le droit de participer au tirage des éliminatoires africaines pour le Mondial 2026, prévu ce mercredi à Cotonou au Bénin.